Bonjour à tous, bonjour à nos abonnés d'Omerta, bonjour aussi à nos abonnés de notre chaîne YouTube qui sont tous les mois plus nombreux, nous on le voit et on vous remercie d'être fidèles à notre marque et à nos contenus. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un grand reporter, un photographe de guerre. Alors moi j'aime beaucoup recevoir les photographes parce qu'ils nous racontent des choses. D'abord, ils s'expriment avec leur œil, mais leur œil dit beaucoup de choses que malheureusement on ne voit plus sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'ils nous rapportent la réalité brute du terrain. Et ça, c'est des valeurs que nous continuons à cultiver chez Omerta. C'est pas le blabla, c'est pas le commentaire, c'est pour faire la photo, il faut être là. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix, on ne peut pas être à 50 km, on ne peut pas rester chez soi. Et donc, bravo à ces grands reporters qui vont sur le terrain. Jonathan, merci de nous faire cet honneur d'être l'invité d'Omerta aujourd'hui. Vous venez de débarquer de New York, ouais, c'est un peu en décalage horaire. J'imagine que vous allez vous faire à ce beau pays qui est la France. Vous êtes franco-américain, c'est bien ça? Exactement, ouais. Donc vous avez vécu la moitié du temps en France, la moitié du temps aux États-Unis? J'ai vécu en France pendant 14 ans et après je suis reparti vivre aux États-Unis avec mon père à 14 ans et je suis jamais vraiment... Donc ça fait 30 ans aux États-Unis maintenant. 30 ans aux États-Unis. Voilà, exactement. Alors, le sujet, pour rentrer dans le vif, il est large, il est immense. Vous allez nous parler de la drogue. D'abord, une question. Pourquoi, en tant que photographe, après avoir... alors, je vous ai présenté comme photographe de guerre, vous avez couvert beaucoup de conflits. J'ai vu en particulier, je vous conseille d'ailleurs, je conseille à nos auditeurs de regarder l'Instagram de Jonathan Alperi. Vous avez posté des photos de l'Artsakh, du Haut-Karabakh. Vous avez couvert l'Afghanistan, vous avez couvert l'Ukraine l'année dernière, beaucoup d'autres pays. Et là, vous êtes consacré vous êtes parti des États-Unis, j'imagine, puisque c'est peut-être la nation la plus consommatrice d'opiacés et de drogue en général. Racontez-nous pourquoi cet itinéraire, pourquoi cet intérêt pour ce sujet? Alors c'est vrai que depuis à peu près 4 ans et demi, je me concentre énormément sur ce qu'est disons, le grand commerce international de la drogue. Donc essayer de couvrir la totalité du sujet, de la production à la consommation. Et c'est vrai que les États-Unis est de très loin le premier consommateur mondial de drogue, de toutes les drogues, qu'elles soient légales ou illégales. Et ça remonte évidemment des années 50, on en reparlera, j'en suis sûr. Mais je me concentre essentiellement là-dessus parce que c'est un sujet qui est mal connu et un sujet qui est gravissime, et beaucoup aux États-Unis par rapport à sa consommation, mais pas mal en Europe de plus en plus, essentiellement par rapport à la consommation de la cocaïne, ou comment la cocaïne arrive maintenant aux États-Unis par le biais des grands cartels mexicains comme le cartel de Sinaloa, du Golfe ou du Jalisco, qui a maintenant des rapports assez complexes avec certains gangs marocains essentiellement en Belgique et en Hollande. Donc c'est un sujet qui m'a fasciné, qui me fascine depuis des années, en partie parce que c'est vrai qu'en tant que photographe, c'est un challenge assez particulier de pouvoir avoir accès à ces choses-là, essayer de comprendre comment les choses évoluent, parce que c'est vraiment un travail d'investigation sur le long terme. Et je pense aussi, d'un point de vue purement anthropologique, c'est quelque chose qui est passionnant, dans le sens où c'est un mal qui est très représentatif du monde moderne, essentiellement en Occident, et c'est un mal qu'on laisse faire. Donc je veux vraiment essayer de comprendre pourquoi les gouvernements américains comme les gouvernements occidentaux en Europe ne font rien, ou très peu, pour lutter contre, à mon avis, qui est un des grands drames de la société moderne, qui est de laisser une bonne partie de la population de leur pays. Et pour les États-Unis, on estime qu'entre 15 et 20% de la population américaine consomme régulièrement de la drogue dure, ce qui est absolument énorme, et qui tue à peu près entre 100 et 120 000 personnes par an. Maintenant, aux États-Unis, ça augmente tous les ans. Le Covid a fait empirer la situation, c'est vrai, mais c'était déjà en hausse depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, une fenêtre qu'on doit ouvrir. C'est un tabou qu'on doit faire sauter pour que les gens comprennent que ce qui est en train de se passer par rapport à la consommation, on est en train de détruire une partie de notre population. Et je pense qu'à travers ma photographie, c'est vraiment essayer de montrer ça. On va rester un petit moment sur les États-Unis. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis longtemps. C'est un pays aussi, comme vous, que je connais bien. Il y a toujours eu des centres-villes où il y avait des drogués. On ne va pas se cacher, San Francisco, c'est pas nouveau, la présence de drogués en centre-ville. Simplement,
Aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, et ce qu'on voit sur certaines images, c'est le centre-ville de Philadelphie, Los Angeles aussi a connu toujours une petite partie de la population entre les hippies et les drogués durs, on va dire, qui squattaient dans certains endroits. Mais là, c'est partout. Il y a des villages de tentes qui se sont mis... pourquoi c'est cette épidémie véritable de drogue où l'on voit des véritables armées de zombies errer dans les centres-villes américains? Je pense qu'il faut revenir un peu en arrière. Souvent, pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, il faut remonter aux années 50. Dans les années 50, il y a eu un mouvement, surtout dans le milieu du jazz, par rapport à la consommation de l'héroïne. Donc c'était très prépondérant dans ces milieux-là. Et c'est à partir de là qu'on commence à observer une certaine démocratisation de la consommation. Vous parlez de l'époque Stan Getz. Voilà, par exemple, Ray Charles, par exemple, cette période-là. Tous ces jazzmen, beaucoup d'entre eux ont été des junkies. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé à la popularisation de la consommation de la drogue. Après, les années 60 sont arrivées, et là, en effet, on a vraiment fait sauter un verrou important où la consommation a commencé, disons, à devenir très populaire dans de grands centres urbains. Après, les choses ont commencé à empirer dans les années 70 avec le crack, puis après la cocaïne dans les années 80, pas seulement dans les milieux festifs, mais après aussi plus dans la classe moyenne. On commence déjà à voir ça dans les milieux un peu plus pauvres. Et la prochaine grande étape qui a été absolument catastrophique, c'est la consommation des opiacés dans les années 90, où les grandes familles comme Zelker ou Purdue, qui d'ailleurs il y a eu des grands procès récemment qu'ils ont perdus. Personne n'est allé en prison, bien évidemment, mais bon, il y a beaucoup d'argent qui a été échangé. Où on voit dans les années 90 une partie non négligeable de la classe pauvre blanche américaine, parce qu'elle a été ciblée spécifiquement pour cette raison-là, pour pas qu'on les accuse plus tard de racisme. Donc on est allé en West Virginia, l'Ohio, tous les endroits un peu pauvres, blancs, où on a, c'est souvent cette classe moyenne de gens qui travaillent dans les usines et choses comme ça, des gens qui ont mal au dos ou des problèmes au genou, je sais pas quoi, et on leur a donné des opiacés et donc ça a donné des addicts, il y a eu des millions d'addicts. On pense que maintenant, la crise des opiacés par rapport à ces médicaments légaux aurait fait plus de 500 000 morts. Maintenant, aujourd'hui, on a un problème qui est plus grave, qui s'est rajouté à tout ça, qui est le fentanyl. Alors le fentanyl, qui est une production au niveau moléculaire qui vient beaucoup de Chine, un peu d'Inde et beaucoup aux États-Unis pour une production légale. Mais depuis les 30 dernières années, il y a eu une osmose qui s'est opérée entre différents cartels mexicains, les cartels traditionnels comme le Sinaloa en particulier, et certains hommes d'affaires chinois qui ont établi des liens très importants pour leur envoyer au Mexique cette molécule. Les cartels mexicains ont commencé à produire le fentanyl et comme toujours, ils l'ont testé à Philadelphie dans le fameux quartier de Kensington, qui est un quartier, en fait, c'est un marché de drogue à ciel ouvert, où les cartels envoient ces nouvelles drogues, les donnent gratuitement aux dealers du coin. Ces dealers les donnent gratuitement aux addicts et ils observent. Et si les types sont accros et ils en redemandent tout de suite, c'est banco, ils refont un arrivage, là ils font payer. Et à partir de là, le fentanyl, ça fait une quinzaine d'années maintenant, on est à 74 000 morts par an maintenant. Que pour le fentanyl. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus se multiplier dans les centres-villes américains ces zombies qui errent, qui sont couchés sur le trottoir. Il y a quand même des vidéos absolument incroyables et qui nous laissent penser. En plus, quand on les voit, ce sont des gens qui, d'apparence, sont pas forcément mal habillés, n'ont pas l'air des miséreux, mais simplement ils ont l'air d'être devenus extrêmement dépendants d'une drogue absolument démentielle. Alors c'est vrai que, par exemple, quand on compare avec la crise du crack dans les années 70, qui était essentiellement dans les quartiers noirs pauvres, urbains, dans le Bronx en particulier, donc c'était très ciblé, c'était très central dans certains endroits. Là, c'est vrai, il y a des gens de toutes les classes sociales. D'ailleurs, par exemple, sur les 74 000 morts qu'il y a eu l'année dernière à cause du fentanyl, la grande majorité ont entre 18 et 25 ans.
mais de toutes les classes sociales. Alors le fentanyl est mélangé dans la cocaïne. D'ailleurs, le fentanyl maintenant a entièrement remplacé l'héroïne. Donc quand il y a un addict qui a fait une overdose et on le remet, enfin on lui sauve la vie en lui injectant du Narcan, donc ils font systématiquement une étude pour voir quelle est la drogue qu'il a utilisée. Il n'y a plus d'héroïne maintenant, c'est que du fentanyl. Alors comme le fentanyl est mélangé avec toutes ces drogues-là, donc en fait c'est comme d'un empoisonnement, donc on décide de faire de la cocaïne dans un milieu festif quelconque, il y a un peu de fentanyl, c'est bon, ça te tue. Mais l'addiction est immédiate? Alors l'addiction... C'est comme la méthamphétamine? C'est encore pire. En fait, on estime que le fentanyl est de 50 fois à 100 fois plus addictif que l'héroïne. Mais maintenant, il y a une nouvelle drogue qui est sur le marché, qui a quelques années, et ça je l'ai vu en premier lieu il y a 2 ans, à nouveau à Philadelphie, qui est encore ce testing ground, qui s'appelle, c'est comme de la kétamine, donc c'est un tranquillisant pour cheval, mais beaucoup plus puissant, qui s'appelle xylazine, qui est le nom technique, et dans la rue ils appellent ça du tranq, donc, qui est la version courte de tranquilizer. Et ça, c'est encore plus addictif, ils le mélangent à d'autres drogues, bon, avec du crack par exemple, ou tu peux l'injecter directement. Mais en plus, ce que ça fait, c'est que ça te mange complètement la chair et ta peau. Donc on voit des types qui s'injectent depuis quelques temps, depuis quelques mois, et on voit l'os. Ah donc il y a des amputations, c'est absolument horrible. Donc maintenant, il y en a dans tout le pays, et ça aussi, ça vient du Mexique. C'est les cartels mexicains qui font ça. Alors c'est malheureusement, ce qui est encore plus grave, c'est que c'est même plus que dans les grands centres urbains, c'est maintenant dans les petites villes. Là, j'étais au Nouveau-Mexique, au nord, dans une petite ville qui s'appelle Hispaniola, qui a 11 000 habitants, et qui est maintenant un des grands centres de mort par addiction de drogue de tout le pays. Donc c'est absolument partout maintenant. On va quitter un peu les États-Unis. Vous avez parlé des conséquences en fait sur les drogués, sur les addicts. Maintenant, on va venir sur les producteurs. Combien de pays avez-vous visité en Amérique du Sud et est-ce que vous pouvez nous raconter, suivant chaque pays, quel est l'état justement du marché de la drogue aujourd'hui? Alors moi, j'ai fait un peu la Colombie, un peu le Venezuela, mais j'ai fait beaucoup le Brésil et l'Équateur. Et les 3 grands producteurs de drogue dure en Amérique latine sont, donc c'est pour la cocaïne, la Colombie, bon ça tout le monde le sait, traditionnel, mais la différence c'est que maintenant la Colombie produit plus de cocaïne qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Même à l'époque d'Escobar? Ça n'a rien à voir. Les gens qui font de la cocaïne, qui produisent de la cocaïne maintenant sont à des niveaux. L'argent, d'ailleurs, on peut considérer que, par exemple, la DEA américaine essaye d'estimer combien l'argent de la drogue illicite rapporte. DEA, Drug Enforcement DEA, Agency. Exactement. Ils ne savent même pas. Et donc, l'estimation va de 40 milliards à 400 milliards de dollars par an. Ils ne savent même pas. Mais ils pensent que c'est plus vers les 400 milliards. Donc, c'est des sommes tellement hallucinantes que là, il y a tellement d'argent à faire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. On estime maintenant que la Colombie produit à peu près 65% à 70% de la production annuelle de cocaïne dans le monde. Ce qui est absolument énorme pour les États-Unis et maintenant de plus en plus pour l'Europe. Les 2 autres producteurs, c'est beaucoup moins, mais ils se partagent le reste. C'est le Pérou, qui devient un producteur majeur et une très bonne qualité, et la Bolivie. Et la Bolivie, c'est plus ancien. Alors, la Bolivie, ça passe plus par les terres et ça remonte vers le Venezuela qui reste une grande plaque tournante. Le Venezuela ne produit pas, mais est une plaque tournante pour après faire remonter vers les Caraïbes et les États-Unis, en Miami en particulier. Un peu sur la côte est mexicaine, Veracruz en particulier. Le grand problème, maintenant, c'est l'Équateur. Donc j'ai passé pas mal de temps. L'Équateur, il y a 7 ans, était un pays calme. On y allait, c'est magnifique, on allait au Galapagos, tout ça. Maintenant, est un pays qui est au bord de la guerre civile. D'ailleurs, il commence à assassiner des hommes politiques, il y a un maire qui a été tué, enfin, c'est vraiment, ça devient chaud. Et un des 2 grands points névralgiques, c'est Guayaquil, qui est un port à la frontière avec le Pérou, et Esmeraldas, qui est à la frontière colombienne, qui sont de plus en plus tenus par, en partie, les cartels mexicains, qui y sont aussi. Donc, ils ont établi des deals avec les producteurs péruviens, qui font une très bonne qualité de cocaïne. Ils la font passer par Guayaquil. Et maintenant, ils ont établi une nouvelle route de la drogue qui est la route du Pacifique.
Donc au lieu de prendre des routes terrestres qui coûtent trop cher, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des sauts de puce de port à port. Et ils remontent par l'Amérique centrale. Et j'étais au Salvador, là, il n'y a pas longtemps. Alors, au Salvador, maintenant, c'est plus possible parce qu'il y a le nouveau président Bukele qui a fait un nettoyage assez efficace, on va dire. Mais qui maintenant passe. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par l'Équateur, ils remontent, et le Venezuela reste toujours très, très, très juteux. Et maintenant, ils essayent, donc, ils ne peuvent plus passer par le Salvador, donc ils vont au Costa Rica, qui n'était plus un pays à problème et qui le devient. Mais le Costa Rica n'a pas d'armée, n'a quasiment pas de police, ils sont submergés par ce qui est en train de se passer. Donc c'est assez simple, disons que le cartel du Sinaloa ou du Jalisco envoie des types au Costa Rica et ils vont voir les pêcheurs, ils leur disent soit vous nous passez vos bateaux pour vous faire transporter la drogue ou on vous tue. Donc les mecs ils disent ok et ça passe comme ça. Ça rentre par le Mexique et après ça passe... alors la Californie, évidemment, la frontière californienne, Arizona, Texas, enfin toute la zone, quoi. Comme en ce moment l'Amérique a une frontière complètement ouverte, eh ben, tout est en train de passer. Il y a quand même, vous avez vu, j'ai vu quelques-unes de vos photos, on en verra d'autres tout à l'heure d'ailleurs. Vous avez aussi travaillé avec ceux qui sont en charge de la lutte contre la drogue. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que tous ces pays ont une politique commune, ont des alliances pour essayer, est-ce que la DEA qu'on a évoqué tout à l'heure, donc l'Office de lutte contre la drogue américaine, a des partenariats avec ces pays? Comment ça se passe? Comment s'organise cette lutte au niveau transnational? Alors la DEA a une habilité fédérale, donc elle a accès au monde entier et elle a un budget qui est pas mal, mais quand même limité, et qui est pas du tout en règle avec ce que les différents cartels ont comme argent. Donc ils sont pas du tout dans le même, au même niveau. Il y a eu une époque, moi quand j'ai couvert le Brésil en 2019-2020 sur les histoires de drogue, la DEA à l'époque était en rupture presque totale avec les autorités locales brésiliennes, essentiellement à Rio, qui est une des grandes plaques tournantes. Les Brésiliens ne produisent pas de drogue, mais la font passer, mais surtout ce sont des grands consommateurs de drogue. Donc c'est un marché très important pour les différents cartels. Surtout dans les milieux festifs, à São Paulo, à Rio, ils consomment tout là-bas. Il y a quasiment plus de... ils se font plus confiance. Donc l'Amérique a en gros de moins en moins d'emprise, à mon avis, en Amérique latine, comparé à ce qu'elle a eu à l'époque d'Uribe en Colombie, où en effet l'Amérique a largement armé et a contribué à essayer de détruire les différents éléments criminels en Colombie. Mais je pense que l'Amérique maintenant est dans... Déjà, elle a un tel problème interne à tous les niveaux, qu'elle regarde moins maintenant vers l'extérieur. Et bon, là, elle est préoccupée avec l'Ukraine. Et je n'ai pas l'impression que les États-Unis est en train de résoudre quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on le voit ce qui se passe au Mexique. Le Mexique est en train de petit à petit de se transformer en narco-État. Par exemple, on estime que 30% des travailleurs fédéraux mexicains sont payés par les cartels mexicains maintenant. Donc voilà, donc l'Amérique a laissé pourrir une situation qui maintenant est presque irréversible. Et à mon avis, les choses vont continuer à s'empirer pendant pas mal d'années. Vous nous dites que par exemple, en France, on a suivi, d'ailleurs il y a eu une excellente série Netflix sur Pablo Escobar. Bon, la chute d'Escobar est largement provoquée par les États-Unis. Il y a une véritable lutte contre ce premier baron de la drogue, on dira, même s'il y en a eu d'autres avant lui, mais enfin le plus célèbre. Il y a eu Chapo Guzman également, action de la DEA, en partenariat avec le gouvernement mexicain sur plusieurs années. On peut même dire que le gouvernement mexicain avait misé sur le cartel de Sinaloa pour éliminer les autres cartels, les États et autres, et qu'ensuite ils en ont fini par arrêter le chef. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on n'essaye même plus d'arrêter les leaders, on n'a plus les moyens. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, le marché est devenu presque souverain. Voilà, donc alors il y a quand même, l'Amérique quand même reste impliquée, mais je pense qu'elle est largement inefficace. Donc par exemple, elle a mis 20 millions de dollars au Mexique pour l'arrestation des Chapitos, les enfants d'El Chapo. Il y en a un qui est déjà aux États-Unis, bon lui il va mourir en prison. Lui il mérite ça, on va voir ce qu'il a fait. Enfin bon,
C'est vraiment des gens pas très particuliers. Et il y en a 2 qui sont planqués. Donc là, ils les cherchent. Et puis bon, 20 millions de dollars. Hein, les gens retournent très facilement leur veste pour ce genre de somme. Je pense qu'en ce qui concerne le Mexique, c'est le vrai problème pour les États-Unis. Parce que maintenant, c'est devenu un problème stratégique. Donc maintenant, ils ont affaire à un État qui est en partie tenu par les cartels, de plus en plus. Les cartels mexicains, maintenant, on estime, ont une armée qui équivalent entre 150 et 200 000 hommes. Armée, enfin, là, ils ont vraiment affaire à un vrai problème. Où l'armée mexicaine, à mon avis, le problème de l'armée mexicaine, c'est que la corruption est rampante. À part peut-être les unités des Marines, qui est considéré les plus propres. Donc eux, on les utilise pour faire des opérations militaires, tout comme ça, parce qu'on leur fait plus confiance. Mais je pense que si ça continue comme ça, d'ailleurs on le voit dans le Michoacán, ou dans le Guerrero, ou dans le Sonora, ce sont des États qui sont quasiment tenus par les cartels. Tijuana, j'y vais régulièrement, il y a 10, 20 meurtres par jour, donc c'est hors contrôle. Et évidemment, un des problèmes principaux, c'est qu'il y a tellement de consommateurs de drogue aux États-Unis, il y a tellement d'argent à faire, le fentanyl est tellement facile à produire et pas cher, l'appât de l'argent, du gain, pardon, est trop puissant au Mexique, donc ça va continuer à empirer. Plus on a une frontière qui est entièrement ouverte, et ça pour des raisons purement idéologiques. Donc les cartels mexicains, par exemple, là je m'étends un petit peu, mais c'est important que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Trump donc il perd les élections, remplacé par l'administration démocrate de Biden qui ouvre la frontière. Donc là, c'est la marée humaine de migrants, bon, ça tout le monde le sait. Il y a à peu près 7,5 millions de personnes qui sont rentrées illégalement aux États-Unis depuis que Biden est au pouvoir. Là-dessus, il y a des milliers de sicarios qui ont été insérés dans ces groupes de migrants. Comme ça, on les a fait passer. Pas mal sont envoyés au nord de la Californie pour produire de la marijuana. Donc dans 3 counties, Mendocino, Acria et le 3e s'appelle Humboldt County, qui sont traditionnellement des endroits où on produit de la marijuana légalement. Ils ont pris le contrôle de ces endroits-là, donc ils ont envoyé des mecs armés, c'est plutôt dans les montagnes au nord de la Californie. Ils produisent tellement de marijuana qu'on estime maintenant que les cartels mexicains de Sinaloa produisent entre 8 et 9 milliards de dollars par an de marijuana pour la consommation américaine. Donc ils ont complètement inondé le marché légal. Donc maintenant, quand tu achètes de la marijuana, je sais pas, dans l'État de New York, ou d'autres, au Colorado, des trucs comme ça, tu sais plus si la marijuana, elle vient des cartels ou pas. Donc la légalisation a été un échec total, parce que déjà les cartels mexicains ne payent pas d'impôts et ils n'ont pas de réglementation, donc c'est du pur profit pour eux. Tandis que ceux qui le font légalement ont les impôts tellement élevés que ils peuvent pas, ça marche pas. Donc tout ce que je veux dire, c'est que ça a créé énormément de problèmes. Et comme en plus on légalise derrière, ça donne un message, à mon avis, très négatif pour nos populations et pour les cartels qui se disent, bon, bah, s'ils légalisent, bon, on va faire la même chose. Il y a beaucoup de journalistes, il y a un certain nombre de journalistes qui se sont penchés sur un sujet, sur le même sujet que vous, Jonathan. Certains y ont laissé la vie. Ouais. Je pense en particulier à des journalistes de Ciudad Juárez, ouais. Enfin, des villes frontalières, à qui on a reproché d'avoir un peu trop mis leur nez dans les histoires des cartels. Est-ce que vous avez été menacé? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été... il y a des choses que vous n'avez pas pu faire parce que c'était trop dangereux? Alors, menacé directement, non. Est-ce qu'ils savent que je suis là Oui, ils contrôlent tout. Donc, ils sont des gens qui sont très bien organisés, très intelligents. Donc, là-dessus, c'est vrai que travailler au Mexique, c'est particulièrement dangereux. Bon, pour l'instant, ils s'en prennent essentiellement à la presse locale. Ils ne s'en prennent pas à la presse internationale, en tout cas encore. Mais ça peut changer, on ne sait jamais. Il suffit d'une mauvaise rencontre. N'importe quoi. Et c'est vrai que travailler au Mexique, c'est compliqué. Ça devient... Je pense que c'est un des pays les plus dangereux. Enfin, si j'essaye de comparer, par exemple, à des guerres que j'ai couvertes, le Mexique, c'est un des pires endroits. Je pense qu'il y en a un qui est un peu équivalent, mais différemment, c'est Haïti. Je suis allé plusieurs fois à Haïti. Bon, là, c'est Mad Max, ça va. Mais... c'est clair qu'il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de positionnement stratégique maintenant,
que là, on a affaire à des mouvements irréversibles où les médias peuvent vraiment être embarrassants pour eux. Et je pense que ça va être de pire en pire. Le Mexique, le Nord en particulier, est difficile. Là où ça devient vraiment dangereux, c'est à la frontière avec le Guatemala. Là, les cartels mexicains contrôlent, parce qu'ils font passer les migrants. Donc, enfin, c'est les mêmes gens. Les gens qui font de l'argent sur les migrants sont les mêmes qui font le trafic d'armes. Oui, ils sont dans le Chiapas, exactement. Donc, je pense que ça, le Mexique... le Brésil, c'était dangereux aussi, mais différemment. Mais ce qui est différent au Mexique, c'est leur rapport à la mort et à la violence. Et quand on essaie d'expliquer pourquoi le Mexique est un pays aussi violent et ils sont aussi créatifs dans la violence, c'est à mon avis un mélange entre cette culture violente espagnole qui date du XVIe siècle, qui est restée, et ils ont mélangé ça avec une culture aztèque qui est ultra violente aussi. Et ça a donné un mélange. D'ailleurs, il y avait des Aztecas, qui était un groupe ultra violent de cartel aussi. Donc le Mexique, c'est vrai que c'est particulier. On va parler un petit peu de la France pour terminer, et ensuite je vais vous demander de commenter un certain nombre de vos photos. Par rapport à ce tableau que vous nous avez fait des conséquences, des ravages de la drogue, la France semble touchée. Ici, c'est à peu près 3 milliards d'euros chaque année d'économies souterraines générées par le trafic de drogue pour la France. Certains disent que c'est plus proche de 5, voire 7 milliards. Et on voit que certains règlements de compte, notamment dans la ville de Marseille, ont forcé le gouvernement français à prendre les choses en main, parce que, sans beaucoup de succès, on doit le dire, mais le nombre de morts, nous sommes en septembre aujourd'hui, à Marseille, équivaut a déjà dépassé celui du nombre de morts liés au trafic de drogue l'année dernière. En France, on voit que les cités et les banlieues sont dirigées par une sorte de pyramide avec au sommet justement les dealers. Néanmoins, on n'en est pas encore aux scènes que vous nous décrivez, à ces quartiers entiers de centre-ville américains qui sont des laboratoires ou des tests qui sont livrés finalement au trafic. Vous pensez que la France peut devenir comme ça si les choses empirent? Elles ont l'air d'empirer, mais est-ce que la France est encore un peu préservée, ou est-ce qu'elle prend cette tendance aussi? Vous qui êtes sur les deux cultures. Je pense que l'avantage que vous avez par rapport aux États-Unis, c'est la géographie. C'est quand même loin et ça coûte cher quand même d'envoyer par container beaucoup de ces drogues. C'est ce qu'on a. Par contre, ce qui est déjà en état avancé pour la France, mais pas qu'en France, au sud de la Hollande, la Belgique en particulier, une partie de l'Espagne. Vous avez parlé des Marocains, voilà, c'est surtout des gangs marocains. Mexicains. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle une espèce de brésilisation de la France, où des quartiers, en effet, au nord de Paris, mais partout maintenant, qui sont tenus, on estime, par 900 gangs différents. Les services secrets savent qui ils sont. Après, ils feront rien de toute manière, c'est sûr. Il faudrait un vrai leadership, mais il n'y en a pas. Et c'est donc, à mon avis, une des grandes raisons pourquoi l'État français ne fait rien, c'est que maintenant, comme vous l'avez dit à juste titre, ces quartiers-là ont des économies entièrement fondées sur la drogue. Donc si on leur retire ça, il n'y a plus rien. C'est clair, beaucoup de business sont partis. Enfin, je veux dire, c'est évident maintenant. Donc il y a plein de quartiers comme ça, espèce de zones de non-droit partout dans tout le pays. Donc ils ont laissé pourrir la situation. Donc il y a la Hollande, la Belgique, ça c'est plus vers le nord, mais il y a aussi l'Espagne. Donc, une partie de la cocaïne, par exemple, qui vient d'Amérique latine, traverse l'Atlantique et arrive en Afrique de l'Ouest, sud-ouest. Là, il y a des contacts puissants entre les cartels, qu'ils soient colombiens, beaucoup d'ailleurs, ou pas seulement mexicains, avec les éléments criminels dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, ça remonte vers le Maroc. L'Algérie, moins, parce que l'armée algérienne, quand même, contrôle pas mal. Donc c'est plus compliqué, en tout cas ça coûte plus cher, c'est plus dangereux. En tout cas si tu te fais attraper par l'armée algérienne, c'est vite réglé. Alors le Maroc, c'est le problème, ça remonte vers l'Espagne. Et c'est vrai que la consommation de cocaïne en Europe a absolument explosé.
Alors, il n'y a pas cette consommation des opiacés comme il y a aux États-Unis, mais ça parce que l'Union européenne contrôle pas mal en fait la production, donc la consommation. Aux États-Unis, c'est purement un business, donc ça a donné le résultat que ça a donné. Mais je pense que si ça continue comme ça, en effet, on le voit à Marseille, des règlements de compte, enfin je veux dire, des armes de guerre qui viennent d'Albanie d'ailleurs, beaucoup. Et tout ça n'est pas contrôlé. Ces gens-là ne sont quasiment pas arrêtés. Et quand ils le sont, ils sont relâchés de temps en temps. Ces gens-là sont souvent des binationaux. Pourquoi pas leur retirer le passeport français et les faire partir? Je ne comprends pas. Après, la France fait ce qu'elle veut. C'est aux Français de décider par eux-mêmes. Mais si j'avais un conseil à donner, il va falloir régler ce problème. Essayer assez rapidement, étant donné que les services secrets savent très bien qui sont ces gens. Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai courage, un manque de courage politique qui est absolument généralisé en Europe. En France, c'est pareil. Et jusqu'où ça va aller, après, peut-être que les gens finiront par se réveiller, ça on verra, quoi. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise en début de cette année dans une ville à la frontière avec les États-Unis et le Mexique, qui s'appelle Mexicali, qui est une ville qui est entièrement tenue par les cartels, du Sinaloa en particulier. Et ça, ce sont des addicts du coin qui se shootent au fentanyl. Et traditionnellement, au Mexique, il n'y a pas vraiment de tradition d'addiction de la drogue, mais maintenant beaucoup plus. Et en particulier parce qu'il y a une telle production de fentanyl que maintenant ils commencent à le déverser sur le marché mexicain. Donc tu as plein de mecs comme ça, dans des conditions absolument... dans le désert, enfin, c'est particulier. Donc lui, il se shoot directement dans le cou parce qu'il a plus les veines autre part. D'accord. Eux, je les ai rencontrés un peu comme ça, puis j'ai passé la journée avec eux, et c'est là où j'ai pris cette photo au moment où ils faisaient ça. C'est des... Comment dire? Ils sont déjà dans un stade avancé, il n'y a plus d'espoir pour eux? Lui, les deux, c'était vraiment des addicts profonds. Et puis au Mexique, il n'y a pas vraiment d'organisation pour essayer de les aider comme il y aurait aux États-Unis, où les gens essaient quand même de les aider. Ça ne marche pas beaucoup, mais enfin bon, ça c'est une autre conversation. Mais aux États-Unis, au Mexique, si tu commences à faire ça, c'est pour toi, quoi. Ouais. Ça, c'est une photo que j'ai prise pendant une opération anti-drogue d'une unité spéciale à Guayaquil, en Équateur. Et ça, c'était vraiment un sale type. C'était un type qui avait fait plusieurs assassinats et qui avait été relâché plusieurs fois, emprisonné, enfin bon. Puis un assez gros distributeur de drogue dans le coin. Et j'étais avec... ça, c'est des flics. D'ailleurs, ils ont l'air contents. Ouais, ils les passent un peu à tabac. Ils aiment bien les... Enfin bon, moi, de toute manière, ces types-là, ils en ont marre. Donc lui, ils l'ont trouvé dans sa maison. Il était sur son canapé et tout, et on est rentré dedans et il n'a pas eu le temps de s'échapper, quoi. Et à Guayaquil, c'est devenu vraiment une guerre entre l'État équatorien et les différents éléments criminels locaux, mais aussi maintenant avec les cartels mexicains qui ont essayé de prendre la main sur ce port, quoi. C'est symptomatique en fait de la dégradation d'un pays dont tu nous le disais tout à l'heure, qui était il y a quelques années complètement pacifique, où il y avait zéro problème, mais qui aujourd'hui est en train de tomber dans l'enfer de la drogue. Exactement, et très très rapidement, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tourisme, les gens allaient au Galapagos, tu as des magnifiques volcans, le pays est incroyable. Et depuis quelques années, la chute est absolument rapide, en particulier à cause du fait que le gouvernement qui était là, le dernier, c'était des conservateurs, le président s'appelait Lasso, et le Parlement plutôt socialiste. Et les parlementaires ont des contacts très, très puissants avec les cartels. Ça, c'est... donc j'étais au Salvador, donc ça c'est la fameuse prison que Bukele a fait construire, où il a mis 40 000 mecs là-dedans, c'est les anciens maras, il y en avait 74 000, il les a tous foutus en tôle, on a tué des milliers, il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'échapper au Guatemala et au Honduras, et ces types-là, eh ben, ils sont tous là-dedans, et ils mourront en prison, ils sortiront jamais. Et maintenant, il a fait passer une nouvelle loi, il peut les juger par 900 à la fois. Ah oui. Ouais, comme ça, c'est... c'est un peu le Duterte de l'Amérique du Sud. C'est exactement ça. Duterte était le président des Philippines. Voilà. Et le Salvador est un tout petit pays, donc c'est plus facile, mais il y a pas mal d'émissaires mexicains, américains, de l'Honduras ou guatémaltèques qui viennent voir comment il a réussi à faire son coup. Parce que c'est le pays qui a réussi à éradiquer la drogue. Alors oui, maintenant on peut se balader. Moi j'y étais, c'est beaucoup moins dangereux. J'ai fait un certain nombre d'opérations anti-drogue, mais c'est juste des restes de poches qui restent un peu partout dans le pays.
pays, mais c'est vraiment... Ils se sont fait complètement... il a utilisé l'armée. Ça a été vite fait. En 18 mois. Ah oui. Ça, c'est en République dominicaine. Ça, c'est dans une maison de crack à Saint-Domingue. Et la République dominicaine a un double problème. C'est une des grandes plaques tournantes de la drogue qui remonte d'Amérique latine vers les États-Unis et passe par là. Et une partie de la drogue est vendue en République dominicaine pour la consommation locale. Et en plus, ils ont le problème haïtien, ils ont cette frontière qui est absolument un désastre pas possible. Et c'est des types qui consomment du crack et aussi il n'y a aucune aide pour ces gens. Et le gouvernement dominicain les laisse mourir. Donc j'ai passé du temps avec ces types dans des conditions sympathiques. Alors ça, c'était à Tijuana, c'était en début d'année. C'est un chef d'un cartel du coin qui faisait un anniversaire pour ses enfants et ils l'ont buté pendant l'anniversaire. En pleine devant les enfants, tout ça. Et puis ils l'ont mis sur son dos et puis ils l'ont mis en croix. Ça, c'est le cartel rival qui a fait ça. Ouais. Donc on était là juste après, et bon, c'était un sale type, hein, donc personne, à mon avis, mais entre eux, évidemment, ils se tuent constamment, quoi. Donc lui, c'était plutôt un chef local, c'était pas un type très puissant, mais c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine notoriété dans son quartier. Ça, c'était vraiment au sud de la ville, qui est vraiment le quartier tenu par différents groupes criminels. Alors, puisqu'on parle des caciques de la drogue, est-ce qu'il avait une certaine notoriété? Est-ce qu'à l'image d'Escobar, il essayait de jouer justement sur une fibre sociale, comme quoi, en tant que chef d'un cartel, il y a aussi une dimension de régulation et d'aide à la population que le cartel peut apporter? Ça existe, ça? Oui, tout à fait. Après, alors peut-être pas, lui, bon, c'est à son petit niveau, mais c'est vrai que quelqu'un comme Pablo Escobar a fait des hôpitaux, a fait plein de trucs. Les cartels mexicains... Mais essayer de se présenter aux élections sur ce programme-là. En disant, voilà. Et en plus, il a fait exploser. Voilà. Puis il a fait exploser cet avion, et bon là, il est allé trop loin. Mais, bon, et puis ils l'ont tué. Oui. Il n'a pas su s'arrêter. Mais les cartels mexicains le font pas trop, ça. C'est plus... la terreur. Ils vont te voir, et s'ils ont besoin de quelque chose, ils le prennent. S'ils veulent ta maison, c'est comme ça. Donc ils sont vraiment beaucoup plus dans moins dans le compromis. Je pense que d'une certaine manière, Pablo Escobar était plus socialisant mais les cartels mexicains, pas vraiment, non. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise très récemment. C'est au nord du Nouveau-Mexique. Ça, c'est un membre d'un groupe criminel, pas vraiment un cartel, mais c'est un gang. Lui, d'origine mexicaine d'ailleurs. Un Maras. Voilà, et un drogué d'ailleurs. Et j'étais avec le mec qui est à gauche, c'était un pompier. Et il se connaissait, donc j'ai passé un peu de temps avec lui. Il m'a laissé le photographier, mais c'était lui, le fentanyl, il en faisait tous les jours. Ah oui. Et alors, sa femme en était morte d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait dans ces gangs transfrontaliers comme les Maras, c'était devenu là, une rivalité? Il y avait Barrio 18 et Mara Salvatrucha qui étaient ennemis. Est-ce que ces guerres intestines entre gangs existent toujours? Il y a encore des restes de ces groupes-là aux États-Unis, parce que c'est vrai que ça vient des États-Unis. En effet, des prisons de Los Angeles, exactement. Et après, on les a virés, ils sont arrivés au Salvador. Voilà. Et puis après, le Salvador est reparti dans une période. Il y a encore un certain nombre d'éléments comme ça, mais ils sont pas. On pourrait s'en débarrasser sans trop de problèmes. L'État fédéral américain ne le fait pas, ou pas assez en tout cas. Mais c'est juste des restes. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment la puissance. Par rapport au cartel mexicain, c'est vraiment tout petit. D'accord. C'est de l'ancien temps, en fait. Ouais. On va s'arrêter là. Merci, Jonathan. Merci pour ce témoignage vraiment très, très fort sur ce monde, cet univers de la drogue. Je rappelle que les photos de Jonathan, j'ai conseillé, je conseille encore à nos auditeurs de regarder votre compte Instagram. Où est-ce qu'on peut vous suivre sinon? Est-ce qu'il y a un site internet ou C'est jonathanalperi.com. Voilà, très simple. Très simple. Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux à part sur Instagram, sinon sur internet il y a plein de trucs. D'accord, mais on peut vous suivre comme ça et peut-être une exposition un jour en France.
on espère en tout cas. Voilà. Et sinon, vous publiez aussi dans le Financial Times bientôt. Voilà, donc mon prochain reportage sort là-dessus, plus sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc ce sera peut-être une série de différentes photos qui suivront. Très bien. Voilà. Merci Jonathan. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition du Grand Entretien. Je rappelle également une nouvelle offre d'Omerta à destination des étudiants. Aujourd'hui, nous avons décidé d'élargir la possibilité pour vous de rejoindre les contenus d'Omerta. Et vous avez une nouvelle offre à 1,99 € à condition de présenter sa carte d'étudiant pour pouvoir vous intéresser, pour pouvoir regarder nos contenus. Et en particulier, je vous conseille, je ne vais pas vous en dire plus, mais 2 de nos documentaires qui sortiront début octobre, qui sont très très forts. Il va y en avoir d'autres évidemment avant la fin de l'année. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Bonne semaine à vous tous.